Localisation à Bélancourt. 3. Non, regarde bien. Le problème. Chers candidats, candidates du bac ES pour la session 2016, bienvenue. Notre séance d'aujourd'hui va être consacrée à la présentation des épreuves des sciences économiques et sociales. Tout au long des minutes qui vont suivre, je vais essayer de vous présenter le nouveau programme et les nouvelles modalités d'examen du baccalauréat pour cette année. On va d'abord voir les objectifs du programme de SES en terminale. On va ensuite essayer de définir un peu la nouvelle épreuve du bac. Dans une troisième partie, nous allons voir ensemble quels sont les acquis méthodologiques nécessaires dont vous devriez disposer pour bien préparer l'épreuve de CS au bac. Et enfin, on va clôturer par un ensemble de recommandations et de conseils qu'on va vous passer ici pour que vous essayiez de vous préparer en beauté pour le bac. Premièrement, l'enseignement des sciences économiques et sociales a 3 grands objectifs. Donc, premièrement, il contribue à la formation intellectuelle des élèves. À travers les différentes leçons que vos enseignants vous ont réalisées, vous avez acquis un ensemble de mécanismes économiques, vous avez acquis des connaissances à la fois théoriques et pratiques aussi sur l'économie et la sociologie. Donc, une des premières finalités de l'enseignement de CS et de contribuer à cette formation intellectuelle de vous, chers candidats. Ensuite, le deuxième objectif ou finalité de l'enseignement de ECS est bien évidemment de préparer, chers candidats plutôt, à vous préparer dans la poursuite des études post-baccalauréat, parce que en poursuivant la série ES, vous faites déjà une idée de ce que vous allez faire plus tard. Donc l'enseignement de CS peut vous aider dans cette optique. Si vous vous sentez bien à l'aise dans les matières économiques et sociales ou de gestion, donc vous allez opter pour une formation plutôt de gestionnaire ou d'économiste, etc., etc. Donc, troisième finalité de l'enseignement de CS est justement de concourir à la formation d'un citoyen modèle à travers les enseignements que les enseignants vous disposent et tout au long de l'année et vos acquis personnels que vous aviez bénéficié tout au long de cette année. Ceci concourt à la formation, n'est-ce pas, à la création d'un citoyen responsable qui est instruit et qui est prêt, n'est-ce pas, à s'engager dans la voie professionnelle, quelle qu'elle soit. Toujours dans les objectifs du programme de ECS, là, je vais essayer de vous expliquer le programme. Mais avant tout, les sciences économiques et sociales est une discipline transversale, dans le sens où l'enseignement de sciences économiques et sociales déverle sur plusieurs autres disciplines. Donc, pour être bon en économie et en ECS, il faut être bon déjà en économie, dans la sociologie aussi, et dans les mathématiques, dans les sciences mathématiques, évidemment, parce que vous allez être amené à effectuer des calculs pour démontrer vos idées ou vos arguments. Des fois, les enseignants vont vous demander de réaliser des petits calculs pour étayer vos propos.
Le CES aussi est une discipline toujours transversale parce qu'elle fait appel aussi à d'autres disciplines qui est l'histoire et la gestion pour le nouveau programme. L'histoire parce que vous allez être amené à vous interroger sur les contextes, sur les contextes d'un phénomène donné, et vous ne pouvez pas bien situer ces contextes sans, au préalable, expliquer, ou bien sans au préalable savoir les contextes du phénomène, le contexte général du phénomène, qu'est-ce qui s'est passé à ces moments-là, quels ont été les faits économiques et sociaux qui ont été marquantes. Donc voilà, l'histoire est une matière très importante aussi. Donc voilà, les programmes de CES en terminale se structurent autour de 16 chapitres qui sont regroupés en 5 thèmes. 5 thèmes qu'on va voir ici, divisés en 2 grandes parties. Dans la partie 1, partie économie, nous avions 3 thèmes. Thème 1, la croissance et le développement, qui englobe en sa partie 4 différents chapitres que vous avez vus avec vos enseignants. Le thème 2, c'est le thème appelé travail et emploi. Et là, 3 chapitres, n'est-ce pas, vous avez vu avec vos enseignants, 3 chapitres sous ce thème. Le troisième thème, c'est la mondialisation de l'économie. Donc, ces 3 thèmes-là font la première partie. La partie 2, la sociologie, il y a 2 thèmes à voir. C'est l'analyse de la structure sociale, dans laquelle la mobilité sociale et les chapitres sur la stratification sociale sont bien expliqués. Et 5e thème, c'est les thèmes sur les conflits, la mobilité sociale, l'intégration et la solidarité. Donc voilà, en fait, l'ossature de ces programmes-là, vous l'aviez donc déjà dans vos manuels. Ici, c'est juste un petit bref rappel. Maintenant, on va passer à la définition, n'est-ce pas, de l'épreuve proprement parlée. Donc, d'habitude, les candidats en ECS pour la matière sciences économiques et sociales étaient habitués à composer sur des types de preuves au choix. Les premières preuves, c'était par exemple la question de synthèse qui était accompagnée par un dossier documentaire. Le deuxième type de sujet, c'était la dissertation. Avec la nouvelle réforme qui a été mise en place sous la houlette du ministère de l'Éducation nationale, un nouveau programme a été initié et une nouvelle modalité d'examen a été mise en place. Donc, dans ces nouveaux modes d'examen, désormais, en premier groupe, l'épreuve des sciences économiques et sociales est qu'une seule. Une seule épreuve qui est une épreuve écrite, elle est de 4 heures et elle est composée, n'est-ce pas, de 3 parties distinctes, partie 1, partie 2, partie 3, on va voir ça tout à l'heure, et qui chaque partie porte sur un champ différent du programme. Donc voilà, vous allez voir que, par exemple, la partie 1, où il y a déjà 2 questions qui peuvent porter sur la partie sociologie et économie, mais sur des chapitres, 2 différents chapitres qui n'ont rien ensemble. La partie 2 comportera un chapitre qui n'a pas été dans la partie 1, ainsi que la partie 3 aussi. Donc voilà, ce sont des champs de programmes totalement différents. Cependant, la production à réaliser est de coefficient 9 cette fois-ci, mais pas du tout 7 comme auparavant. Seuls les spécialistes en ECS étaient notés en coefficient 9. Mais cette fois-ci, comme les enseignements des sciences économiques et sociales de la spécialité ont été déjà intégrés dans les programmes des sciences économiques et sociales du terminal, il a été jugé nécessaire de noter pour une fois coefficient 9. Donc voilà, si je résume un peu, la nouvelle épreuve du bac en ECS, c'est une épreuve écrite, elle est de 4 heures, elle est composée de 3 parties différentes, elle porte sur des champs différents du programme, très différents du programme, et le coefficient, cette fois-ci, est de 9.
toujours dans la définition de la nouvelle épreuve du bac, on va y revenir un peu maintenant sur la structure un peu de cette épreuve-là, qui est composée, comme on a dit, de 3 parties. On y trouve dans la première partie la mobilisation des connaissances. Cette partie qu'on va détailler bien évidemment un peu plus loin, c'est une partie qui comporte des questions. Ces questions-là sont sur des notions et de mécanismes que vous avez déjà vus dans les programmes en terminale. Par exemple, on ne va pas vous demander de définir des notions et tout ça. On va voir un peu plus tard parce que c'est plus que ça. Mais essentiellement, ça porte sur l'analyse, l'argumentation autour de notions. Pour expliquer ces notions-là, vous allez faire appel à vos connaissances. Connaissances acquises au cours du travail avec l'enseignant tout au long de l'année, mais aussi acquises grâce à vos connaissances personnelles. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, la deuxième partie 2, qu'on appelle étude d'un document, mais qui peut être aussi étude de 2 documents. Cette deuxième partie, elle comporte 1 ou 2 documents d'analyse, mais attention, des documents factuels. Ces documents-là, ce sont des documents qui sont relatifs à des faits économiques, sociaux, etc., etc. Donc souvent de nature chiffrée. Donc il peut s'agir d'un graphique, des tableaux, des textes, mais des textes qui rendent compte, n'est-ce pas, à des analyses à partir des faits. Par exemple, comme un compte rendu d'une enquête, une monographie, c'est-à-dire une étude d'un territoire ou d'une économie ou d'une société ou d'une population ciblée. Ça peut être aussi un entretien avec quelqu'un qui a fait des travaux de recherche, mais qui présente d'une manière empirique la question. Donc voilà, c'est une étude d'un document factuel et c'est noté sur 5 points. La troisième partie, appelée argumentation et analyse, là c'est ce que vous avez habitué à le faire auparavant dans la question de synthèse. On attend de vous à ce que vous argumentez, que vous construisiez un développement structuré, comportant une introduction, un développement et une petite conclusion à partir d'une question qu'on va vous poser. Il y a une question qui est accompagnée de documents, généralement de 3 à 4 maximum documents, et le candidat sera amené à exploiter ces documents-là et répondre par conséquent à la question. Donc on va voir ça en détail tout à l'heure. À travers cette nouvelle épreuve, on attend de vous, n'est-ce pas, plusieurs capacités. On attend à ce que vous soyez capable déjà de mobiliser vos connaissances personnelles pour répondre aux questions qu'on vous a posées. Ces questions-là, c'est des questions qui portent sur des notions sur le programme, n'est-ce pas? Ensuite, il faut savoir, vous, chers candidats, à interpréter, à exploiter les documents. Il faut savoir identifier un document, il faut savoir interpréter un document, et il faut le savoir exploiter aussi. Tout ça, ce sont des connaissances que vous avez acquises tout au long de l'année avec votre enseignant, parce que pour étudier en fait, une notion d'un chapitre, les enseignants vous ont demandé n'est-ce pas, d'étudier ou de répondre à des questions. Et en répondant à ces questions-là, vous y arrivez souvent à maîtriser, n'est-ce pas, au final, la notion elle-même ou la finalité des leçons. Donc voilà, il faut que vous identifiez, il faut que vous sachiez exploiter les documents. Ensuite, il faut exploiter les documents, mais il faut surtout analyser ces documents-là par rapport à la question, n'est-ce pas? Quel est le lien? Il faut cerner le lien entre les documents et la question qui est posée. Ensuite, il faut que vous soyez capable de construire
des mécanismes économiques, hein, ou ce qu'on appelle le raisonnement économique, n'est-ce pas? Parce que sans ça, vous n'allez pas justement savoir analyser la question qu'on vous pose. Parce que un raisonnement économique conduit, n'est-ce pas, vous conduit à créer, à répondre plutôt à la question de manière efficace. Si on a ça, si la production augmente, donc voilà, il y a plus d'investissement. S'il y a plus d'investissement, il y a plus de création d'emplois, donc il y a la croissance économique. Donc voilà, c'est un petit schéma type de raisonnement économique. Il faut savoir cette faculté, n'est-ce pas, d'expliquer les enchaînements de faits qui, au final, expliquent le lien entre la question ou explique un peu le mécanisme lui-même. Ensuite, il faut que vous soyez capable de construire de manière structurée une argumentation. Voilà, donc pour répondre à une question, il faut fournir des arguments. Il faut justement, pour cela, exploiter les documents. C'est un schéma cyclique. Il faut savoir exploiter les documents pour savoir tirer les idées. Il faut ajouter à cela vos connaissances personnelles. Et au final, vous serez capable de construire une argumentation personnelle, bien évidemment, du problème qu'on vous a posé. Au final, les objectifs recherchés dans les nouvelles épreuves, c'est de rédiger ces développements argumentés, mais en suivant une structure. Il faut que vos rédactions aient un corps. Au début, il faut qu'on trouve une introduction, ensuite un développement qui expose les principaux idées, et au final, il faut que vous clôturez par une conclusion. Donc voilà, les objectifs qu'on cherche à vous évaluer, c'est sans ça. Bon, toujours dans la définition des nouvelles épreuves au bac ES, l'épreuve du second tour, ce qu'on appelle le second groupe, en ECS, était avant une épreuve orale. C'est-à-dire, les enseignants vous convoquaient et vous aviez quelques temps pour vous préparer pour une interrogation qui portait sur un thème ou des questions ou d'un thème ou d'un chapitre donné. Là, ce n'est plus le cas. Avec la réforme, un nouveau épreuve pour le second tour a été mis en place. Et c'est une épreuve écrite qui comporte ici deux parties. La première partie, c'est une étude de documents. Là, vous allez justement exploiter un document et avec ça, vous allez répondre plusieurs séries de questions. Ça peut aller jusqu'à 6 questions, 5 questions. Et ces questions-là, ils sont de deux types de questions. Premièrement, la question première, souvent on vous demande de définir ou de situer un peu le document. Pardon. Et ensuite, on passera au fur et à mesure, dans le 3e, 4e, 5e question, à des questions d'analyse du document. Donc voilà, première partie, étude de document. Deuxième partie, l'argumentation. L'argumentation, il y aura deux thèmes qui vont vous être proposés et c'est au choix. Vous pouvez choisir un de deux thèmes. On va vous présenter, suivant ces deux thèmes-là, un problème économique et social donné et on va vous demander, n'est-ce pas, de fournir des arguments pour répondre ou étayer, soutenir, en tout cas, quelle que soit la question qu'on va vous poser, ces thèmes. Donc, ça peut être sociologique, comme ça peut être économique. Voilà, donc, si je résume bien, l'épreuve du second tour est une épreuve écrite de 2 heures qui comporte de deux parties. Première partie, étude d'un document qui est noté sur 10 points. Et deuxièmement, une argumentation autour d'un problème
économique et social soulevé. Et là, vous allez être amené à fournir, à créer, à exposer des arguments de choix pour répondre, n'est-ce pas, ou étayer ces problèmes sociologiques. Troisième point, apport méthodologique pour préparer les épreuves de l'épreuve de CS. Donc voilà, là, on va voir en profondeur les différentes parties de l'épreuve. Partie 1, on avait dit qu'elle s'appelait mobilisation des connaissances et qu'elle était notée sur 5 points. Donc, de quoi il s'agit? Cette première partie de l'épreuve est composée de 2 questions qui est notée chacune sur 2,5 points. Elle porte sur les 2 parties du programme, partie économique et partie sociologique. Donc, elle conduit, n'est-ce pas, les candidats à former des réponses. Il faut que vous répondiez de manière précise et claire à ces questions-là, parce que ce sont des questions brèves et concises. Là, on ne vous demande pas de détailler, de chercher, n'est-ce pas, à faire de pages et de pages. Il faut être précis et clair, à la fois en vous servant, n'est-ce pas, de vos connaissances personnelles et celles acquises au cours de l'année sur les notions et les mécanismes de base du programme. Le temps à y consacrer, c'est d'environ 1 heure, puisqu'il s'agit de 2 questions qui sont quand même notées sur 5 points. La production à réaliser ne doit pas dépasser 1,5 page par question au maximum. Il faut certes passer par plusieurs étapes, on va voir tout de suite, mais quand même il ne faut pas être trop avare aussi, au risque de faire un hors-sujet. Et là, il ne faut pas du tout restituer vos connaissances. Voilà, on vous a posé une question, par exemple, sur le chômage. N'allez pas trop sur la définition, sur les différentes formes de chômage, etc., etc. Ne restituez pas vos connaissances. Il faut, au contraire, les mobiliser ces connaissances pour répondre à la question qu'on vous a posée. Donc, il faut vous organiser dans ce sens. Voilà. Comment faut-il s'y prendre dans cette première partie? Donc, il faut, premièrement, bien comprendre la question, de quoi il s'agit. Pour cela, il faut repérer les mots-clés de quoi il est question. Donc, brièvement, il faut commencer par définir les mots-clés. Ensuite, il faut comprendre le travail demandé. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Est-ce qu'on me demande d'expliquer? Est-ce qu'on me demande de définir? Est-ce qu'on me demande de montrer la nuance entre 2 mécanismes, etc. Donc, il faut dès maintenant bien comprendre la portée de votre travail. Parce qu'après, ça risque de faire, vous allez être amené à faire de hors-sujet. Donc voilà, pour éviter tout ça, dès maintenant, réfléchissez bien au départ, définissez les mots-clés pour que ça reste un peu. Ensuite, passez, n'est-ce pas, à expliquer, à exploiter la question elle-même. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Est-ce que je dois étudier les causes ou les conséquences d'un phénomène, etc., etc. Parce que c'est une petite question, mais ça va au-delà. Il n'y a pas que la définition qui est notée. Il faut une petite analyse derrière. Et pour y arriver, déjà, il faut que vous marquiez un peu vos connaissances autour de ce mécanisme. Ensuite, une fois bien compris la question, il faut rechercher des idées pour répondre à la question. Pour cela, vous ne disposez pas, n'est-ce pas, d'un dossier documentaire, contrairement à la 3e partie, mais là, il faut que vous fassiez appel à vos connaissances que vous avez acquises dans le cours avec l'enseignant, ou bien à vos connaissances personnelles. Et après ça, il faut lister ces idées-là pour ne pas perdre de vue, parce qu'après, il peut y arriver à ce que vous oubliez une idée qui était très importante pour, n'est-ce pas, la réponse à la question. Donc, n'hésitez pas à gribouiller en fait, au brouillon toutes les idées relatives à la question posée.
Ensuite, en troisième partie, une fois que vous avez bien compris la question et que vous avez cherché et trouvé plusieurs idées ou arguments pour répondre à cette question, à ce moment-là, en troisième position, vous allez commencer la rédaction ou la rédaction de la réponse. Donc là, c'est une question qu'on vous a posée, donc il faut y répondre. Il vous faut une réponse. Donc là, il faut faire très attention, comme je disais au début, on ne récite pas le cours, on cherche à mobiliser ces cours-là pour répondre à la question. Et pour y arriver, commencez d'abord par la définition pour gagner des points et du temps des notions principales, et après lister, n'est-ce pas, évoquer un peu les différentes idées que vous avez trouvées tout à l'heure, n'est-ce pas, ici dans la réponse. Et il ne faut pas oublier, il faut que vous utilisiez des vocabulaires d'un économiste, n'est-ce pas, parce que vous expliquez un peu des problèmes économiques et sociaux. Ensuite, partie 2. La partie 2, on a vu, c'est une étude d'un document. Cette partie 2, elle comporte un ou deux documents qui est accompagné d'une question. On va vous dire, par exemple, à partir des documents suivants, vous expliquerez etc. ces mécanismes. On va vous demander aussi, par exemple, ce genre de choses. Et là, il faut savoir que les types de documents qu'on vous donne, ce sont des documents qui relatent un fait économique ou social. Mais ils décrivent d'une manière, on va dire, entre guillemets, scientifique, un phénomène économique ou social. Parce qu'ils parlent, puisqu'on a des chiffres ici. Donc, ce sont des documents factuels, parlants, qui expliquent un phénomène par rapport à un autre. Donc, il peut s'agir de plusieurs types de documents, des graphiques, des tableaux, un texte purement factuel, comme on a dit tout à l'heure. Voilà. Cette partie, elle est notée sur 5 points. Il lui faut consacrer 45 minutes, 50 maxi. Et la production à réaliser doit être une demi-page au minimum. Vous pouvez faire une page maxi. Sinon une demi-page. En fonction, n'est-ce pas, il ne faut pas que vous restreigniez en fait votre production en nombre de lignes, puisqu'il faut exposer des idées et tout ça, et c'est en fonction de la question et du document qu'on vous a donné. Mais quand même, il faut prévoir une marge, n'est-ce pas, de la production. Souvent, c'est entre une demi-page jusqu'à une page entière. Qu'est-ce qui est très important ici, dans ces deuxième partie? Là, il ne s'agit pas simplement de définir un peu les documents et voilà, de parler, de décrire les phénomènes. Non, il faut comprendre ces phénomènes et les exploiter en analysant. Donc, vous allez faire les liens entre la question et les documents qu'on vous a donnés. Parce qu'on vous a fourni un document pour que vous répondiez à une question. Déjà, au départ, il faut cerner les liens entre la question et le document, ou les documents, si on donne plus qu'un. Donc voilà. Donc si je résume bien, la partie 2, c'est une partie qui comporte une question autour d'un ou deux documents. Elle est notée sur 5 points. Et grosso modo, il faut y passer jusqu'à 45 minutes pour une production de demi-page jusqu'à une page entière. Et il faut analyser le document, plus que le décrire. On passe de l'identification à l'analyse du document. Il ne faut pas réciter les cours. Voilà. Là, quelle est la méthode appropriée pour cette partie du travail, la partie 2? Là,
au départ, donc afin de ne pas perdre de vue la question, il faut repérer les mots-clés. Donc il faut bien savoir, il faut bien comprendre la question elle-même au brouillon, définir les mots-clés. Si vous connaissez des théories ou bien des mécanismes un peu sur la question elle-même, c'est le moment d'écrire au départ. Ensuite, il faut passer au document. Une fois que vous avez acquis toutes les idées, n'est-ce pas, de la question. Là, il faut exploiter les documents. Il faut les identifier d'abord. De quoi il s'agit? Est-ce que il faut décrire. C'est un texte, c'est un graphique qui date de ça, qui est écrit par tel organisme, ça parle de ça. Voilà, l'idée c'est ça et ça. Donc voilà, on parle de temps de production, exactement. Vous voyez un peu, il faut déjà identifier bien le document, de quoi il parle, quel est l'auteur, quelles sont les idées qui sont exposées. Comme c'est souvent le cas, hein, ce sont des données, quelles sont les unités qui ont été, n'est-ce pas, utilisées, etc., etc. Là, c'est la première étape de l'identification. Il faut aussi, en deuxième point, identifier les cadres spatiaux temporels de ces informations. Parce que ces documents-là, comme il s'agit d'un document factuel, il est rattaché à un contexte économique et social donné. Oui, mais aussi dans l'espace, cas djiboutien, cas africain, cas français, cas mondial. Donc, de quelle conjoncture on parle? C'est la conjoncture économique d'un pays, conjoncture économique d'un continent, du monde entier, etc., etc. Donc, il faut situer ça. Et en réalisant ça, déjà, vous allez comprendre bien le document. Ensuite, il faut rechercher des idées pour répondre à la question. Toujours au brouillon. Pour cela, comme vous avez bien compris la question et le document par la suite, il faut faire les liens. Quel est le lien entre ces documents et la question qu'on m'a posée? Donc, il faut chercher un peu le lien entre les deux. Il faut identifier les idées directrices, les principales idées et les idées secondaires avec les exemples, etc., etc. Comme il s'agit souvent de cas chiffrés, n'hésitez pas à faire de petits calculs pour étayer ou soutenir vos propos. Ensuite, en dernier point, là, il faut passer à la rédaction de la question. Vous avez bien compris la question, vous avez exploité les documents, vous avez réussi à cerner un peu le lien entre les deux, vous avez une série, n'est-ce pas, de points ou d'arguments. Donc, c'est le moment ou jamais, à la fin de ne pas perdre du temps, de passer à la réponse aux questions, à la question. D'abord, en deux points. Hein. Premièrement, on présente les documents. Voilà, les documents présents est un graphique qui présente tel mécanisme, tel fait, etc., etc. Et là, en deuxième point, il faut passer à la question. Donc voilà, troisième et dernière partie de l'épreuve, la partie 3, argumentation et analyse. Cette partie de l'épreuve, on attend de vous, chers candidats, à ce que vous répondiez à une question suivant un raisonnement structuré, en faisant une introduction, un développement et une conclusion, à partir des informations que vous avez tirées du dossier documentaire ou de vos connaissances personnelles. Donc voilà, une partie plutôt rédactionnelle. Ensuite, les dossiers, cette partie, elle est accompagnée d'un dossier documentaire qui peut aller de 2 jusqu'à 4 documents. Dans ces cas, il y a un dossier documentaire de 2 à 4 documents au maximum qu'il faut exploiter pour répondre à la question qu'on vous a posée. Pour cette partie qui est notée de 10 points, il est conseillé d'y consacrer 2 heures. Et la production à réaliser est au minimum de 3 pages. Hein, il est conseillé de réaliser 3 pages au minimum. Là, l'objectif recherché dans cette épreuve, c'est
d'argumenter en analysant, n'est-ce pas, de données, de données plus ou moins, hein, en fait, recueillies à partir de votre dossier documentaire ou bien de vos connaissances personnelles. Il faut que vous fassiez une argumentation. Hein. Le terme clé ici, c'est savoir argumenter. Argumenter en construction, n'est-ce pas, c'est encore, on va voir tout à l'heure, comment il faut s'y prendre un peu de manière formelle, hein, suivant la forme. Voilà. La méthode de travail est la suivante. Donc, il est conseillé, premièrement, de comprendre la question. Et en travaillant au brouillon, il faut repérer les mots-clés, les définir. Il faut essayer aussi, n'est-ce pas, de comprendre le travail qu'on vous demande. Est-ce que c'est un travail d'analyse? Est-ce que c'est un travail d'explication? Est-ce qu'on vous demande d'expliquer? Est-ce qu'on vous demande de caractériser un élément, un phénomène? Exactement, exactement. Donc, il faut, dès le départ, cerner la question, bien comprendre. Ensuite, il faut passer aux documents, les exploiter, dégager les principales idées, arguments et exemples. Troisièmement, il faut ensuite rechercher les idées hein, qui répondent à la question parmi les idées que vous aviez énumérées ici. Donc, il y a des idées principales, il y a des idées secondaires. Donc là, vous allez être amené à lister les idées pour restreindre que le meilleur pour répondre à la question. Ensuite, en dernier point, une fois que vous avez bien étudié la question, exploité les documents et fait sortir les idées principales ainsi que les exemples, là, à ce moment-là, vous allez passer à la rédaction complète, n'est-ce pas, de votre travail, en s'organisant, bien évidemment. Dans une première partie, en introduction, il faut présenter les sujets, le contexte et définir les principaux termes. Et enfin, en annonçant les plans, tout ça dans l'introduction. Introduction, je recommence. On présente le sujet, on présente les contextes, on définit les principaux termes, on annonce la problématique et aussi et les plans. Toujours dans l'introduction. Deuxième point, dans le développement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une série d'arguments. Le corps du développement est constitué d'une série d'arguments qui répondent à la question qu'on vous a posée. Donc, il faut organiser ces arguments-là sous forme de succession d'idées structurées de paragraphes, en paragraphe. Et là, vous allez montrer, n'est-ce pas, vous allez répondre à la question qu'on vous a posée. C'est le moment où il faut donner les réponses, avec les exemples. Enfin, dans une troisième, dernière partie, il faut faire le récapitulatif, la conclusion. Il faut récapituler votre travail. Vous faites un bilan plutôt. Vous faites le bilan de votre travail. Vous dites, voilà, on nous a demandé de voir ces mécanismes-là. On a vu que c'est ça et ça et ça. Et voilà, vous faites un petit résumé et ouvrir aussi. N'hésitez pas à faire une ouverture sur d'autres voies. C'est agréable à voir et vous y gagnez un peu de points aussi. Donc ici, en dernier point, on va voir quelles sont les recommandations et les conseils à avoir en tête pour réussir son baccalauréat. Le baccalauréat, comme vous le savez tous, ça commence pas le mois de mai, mais c'est un travail graduel, hein, c'est un travail qui commence tout au long du mois de septembre. Hein. Il faut travailler tout au long de l'année. L'année est presque finie. Voilà, ceux qui n'ont pas encore bien commencé la révision, c'est le moment ou jamais. Il faut toujours s'inspirer n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier la méthodologie dans son ensemble. Il faut faire beaucoup de sujets pour ça. Donc voilà, c'est le deuxième point, bien assimiler la méthodologie des épreuves écrites. Donc il faut avoir ça en tête, les trois parties,
et bien savoir ce qu'on attend de vous dans chaque partie. Pour le jour J, il faut gérer son temps. Il faut savoir gérer aussi son stress. Hein, c'est un travail quotidien. Et ensuite, bon, n'hésitez pas à travailler en groupe pour vous auto-corriger ou s'entraider. Etc. C'est vrai que quand on travaille ensemble, en groupe, plutôt, il faut bien choisir hein, ses coéquipiers, on va dire, parce que pour ne pas perdre du temps en discussion, mais c'est bien de travailler en groupe plutôt que en solitaire. Et dernier point, bon, faut être un peu en forme hein, pour le jour J, bien évidemment. Il faut se laisser une journée au minimum pour se reposer avant le jour J, avant le début du grand bac, hein, et pour se ressourcer un peu. Et voilà, donc j'espère que cet ensemble de cours ou des apports méthodologiques vous ont servi. Je vous souhaite du bon travail, bon courage surtout pour la suite. Thank you.